Messieurs, ça tourne. Ça tourne. Alors, c'est Dagenhot. C'est donc. J'étais pas dedans. Et moi, je suis dedans. Coupé. Justement pas. C'est vrai. Justement pas. Dagenhot avec Monsieur Dag. Et Monsieur Hot. Aujourd'hui, Manu, on va parler de. On a envie de vous parler, Des standards. en tout cas, De jazz. Hein. standard de jazz, d'une histoire du standard de jazz, de sa naissance, de sa genèse. On va peut-être pas d'ailleurs avoir le temps sur cette séquence-là de parler de toute l'histoire. Mais est-ce que tu veux entamer Alors le oui, débat donc du coup, pour l'histoire. rebondir, oui, on va faire, je pense, cette discussion en 2 épisodes, histoire que ça soit plus digeste. C'est-à-dire pouvoir prendre le temps, dans le premier épisode, de vous parler d'un certain nombre de choses, et dans le deuxième épisode, pour être précis, vous parler d'autres choses. Absolument, ça part très bien cette histoire. Je prends la balle au bon. Allez. Si on remonte un petit peu dans le temps, puisque c'est une jeunesse qui est assez longue, hein, qui remonte à la fin des années 1800, et ceci nous amène à parler quand même de Tin Pan Alley à New York, qui était donc la première forme d'industrie de la musique, des éditeurs. Donc c'était dans le quartier de Union Square. Et pour finalement la faire assez courte, c'était aussi la première industrie, dans le sens où c'était une économie. C'était une économie de la musique. Mais d'ailleurs, Ouais. ce qui est rigolo quand même, c'est de se rendre compte que le jazz, qu'on peut voir comme une production très intellectuelle, on est en train de se rendre compte que la genèse de tout ça est on ne peut plus urbaine, Oui. citadine, Cartésienne. et, populaire, et dans l'édition musicale. C'est l'édition musicale. Et en fait, Tin Pan Alley, pourquoi ? Parce que c'était, ça pourrait se traduire par l'allée des casseroles, une allusion au fait que c'était toutes ces rues de Union Square c'était une véritable cacophonie, dans le sens où il y avait beaucoup de démonstrateurs qui jouaient sur des pianos droits de mauvaise facture. Et l'idée était d'appâter le chaland et des professionnels du spectacle qui venaient acheter pour 40 cents telle ou telle œuvre. Et donc c'était un joyeux foutoir. Ça jouait dans les saloons, ça jouait évidemment dans les magasins de musique, dans les salons des éditions. Et les compositeurs étaient là, vendaient et faisaient aussi des démonstrations où certains musiciens étaient payés par les compositeurs pour jouer leurs œuvres, notamment Gershwin, qui en 1914, me semble-t-il, a commencé à gagner de l'argent lui-même en jouant des œuvres qui étaient destinées qui étaient relativement destinées à des spectacles, essentiellement destinées à des spectacles, et au début l'avènement, l'ère des musicals de Broadway. On se rend compte, quand on s'intéresse un petit peu à cette histoire, du côté très populaire, Ouais. parce que c'était quasiment pas de la musique instrumentale. En fait, c'était vraiment des chansons. C'était des compositions dont la mélodie se devait d'être chantée. Et bien souvent, c'était des tandems, je crois savoir, de compositeurs, c'est-à-dire que le tandem parolier et compositeurs, rares sont les chansons de ce Great American Songbook qui n'ont que la même personne, et pour les paroles, et pour la musique, ce qui est peut-être une différence avec la chanson française, où beaucoup de chansons françaises étaient issues d'une même compositrice ou d'un même compositeur. Oui, c'est vrai. C'était vraiment l'industrie. Il y avait deux métiers, parce que c'était un métier, qui travaillaient ensemble pour produire de la matière musicale pour le cinéma, pour les comédies musicales. Le cinéma arrive un tout petit peu plus tard, Ouais. mais oui, mais ça part de là. En tout cas, il fallait que ces mélodies, elles claquent, qu'elles soient immédiatement achetées. Encore une fois, des tubes pour 48. Donc finalement, la notion de tube, elle remonte à très loin. On peut aussi noter que c'est quand même un milieu aussi qui a accueilli beaucoup de juifs d'Europe centrale qui ont fui les différentes persécutions et pogroms. Et ces gens-là, au même titre que finalement tout l'apport afro-américain, ont
ont construit toute cette histoire du jazz. On pense donc aux paroliers, aux Hammerstein, aux musiciens, Irving Berlin, Gershwin, Jérôme Kern. Tous ces gens-là ont travaillé de concert, si j'ose dire, avec cet ADN, cette histoire, cet héritage du jazz, des chants de coton jusqu'au début de Tin Pan Alley. Oui, et c'est très new-yorkais comme histoire au départ, qui était la plaque tournante déjà d'immigration, quelle qu'elle soit, et la plaque tournante à cette époque-là, intellectuelle en fait. Et c'est cette espèce de terril où ça chauffait dans tous les sens, où je crois a pu naître le jazz, où le jazz ne se posait pas de questions. En fait, je pense qu'il s'est fait sur une immédiateté. Parce que je pense que ça allait à 100 000 à l'heure à cette époque-là, et que tout était à construire et tout se construisait. Et je crois que le problème racial n'était pas ce qui ressort d'entrée de jeu de cette période de créativité où effectivement des gens qui étaient plutôt d'obédience culturelle juive n'avaient aucun souci pour travailler avec beaucoup de chrétiens, qu'ils soient d'ailleurs catholiques ou qu'ils soient protestants, et encore moins de noirs américains qui, eux, avaient une histoire un petit peu plus bousculée, va-t-on dire, et qui se retrouvaient dans ces grandes villes comme à New York pour y trouver du travail, parce que dans leur sud, bien souvent natal, c'était encore plus compliqué que là, et que c'était une effervescence folle, quoi, en fait. Pour résumer, donc à Tin Pan Alley, il y a au même moment, dans ce glissement où il y a le cinéma parlant. Oui. Donc tout ça, toutes ces œuvres vont servir à illustrer tous ces nouveaux médias, ces médiums, donc les comédies musicales. Et c'est vrai, Manu, tu as raison de dire que tout ça, à la base, il y a une dimension vraiment populaire. On n'est absolument pas dans une forme d'élitisme. Non, tout à fait. Non, on cherche des mélodies accrocheuses. Évidemment, c'est déjà très bien orchestré. Voilà, je crois que ça, c'est la première étape du début de comment sont nés ces standards de jazz, parce qu'il y a eu ce prisme du cinéma et des comédies musicales. On est tous d'accord pour dire ça. Tout à fait. Ah oui, alors, coup de cœur. Ah oui. On a un petit coup de cœur. On s'est dit qu'on va, à chaque fin d'émission, vous partager un coup de cœur. On a appris récemment qu'il y avait on parlait de hard bop avant, en tout cas, je ne sais pas si ça a été dit là. Donc on est après le bebop, le hard bop, où on revient aux valeurs un peu plus basiques du blues. Art Blakey et les Jazz Messengers. Ça fera d'ailleurs l'objet certainement d'un... Je le crains fort. Voilà. Alors, il va falloir se replonger là-dedans. Il y a un bel album qui s'appelle Art Blakey 1982 qui a ressurgi là tout récemment, qui a été enregistré à Strasbourg dans le cadre de l'auditorium de France 3 Alsace, qui s'appelait France 3 Alsace à l'époque. Et voilà, c'est super, et on y retrouve les moanines, les grands tubes encore d'Art Blakey. Les grands standards. On vous le recommande. Petite pensée un peu cocardière, disons-le. Oui, et puis c'est vrai que ça reste une institution, et que cette institution dans l'histoire du jazz, parce que c'est peut-être une des rares qui ait duré 40 ans, en fait, dans l'idée, et qu'il y ait eu des choses gravées à Strasbourg, voilà, c'est quand même une ville de cœur. Donc voilà, on vous recommande d'être à l'affût de cet enregistrement qui va, je crois, bientôt être... Je ne sais pas s'il est déjà... Il est sur les plateformes. Ok. Voilà. En tout cas, forte recommandation. Exactement. Parce que je ne crois pas qu'il y ait une période des Messengers qui soit moins bien l'une que l'autre. Donc voilà, vous penserez à nous en l'écoutant.